Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouveau Queercast, un podcast en résonance avec l'exposition photo queer de Quentin Houda que le CAL Charleroi a eu la chance d'accueillir. À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous recevons 3 nouveaux invités dits queer. Dans cet épisode, on discutera à nouveau de leur parcours, de l'évolution et du regard de la société à leur égard, ainsi que des codes liés au genre. On espère que vous ressentirez toute la bienveillance qui a émané de ces discussions. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour le 2e épisode en résonance à l'Expo Queer qu'on avait au CAL Charleroi. Donc, dans un premier temps, on va faire le célèbre tour de table pour un peu tous se présenter. Nom, âge, les pronoms que vous utilisez, ce que vous faites dans la vie, tout ça. Allez, Roby. Bon allez, je me lance. Donc moi c'est Roby, j'ai 31 ans, bientôt 32. Aïe. Mes pronoms sont lui, il. Dans la vie, je suis responsable de projet dans la réinsertion socio-professionnelle. C'est un programme. Bonjour, donc moi c'est Kevin, j'ai 31 ans. Donc bientôt 32 aussi, malheureusement, voilà, ça commence à avancer tout doucement. Mes pronoms sont également il et lui, et dans la vie, je suis coordinateur pédagogique au sein d'une ASBL qui travaille sur différents aspects comme l'insertion sociale, la médiation de dette et service social général à la population. Et accessoirement, même s'il ne le précise pas, je suis le fiancé de Roby. Oh, félicitations. Ah oui. Salut, moi c'est Noam, donc c'est mon prénom que j'ai choisi là très récemment. Donc j'ai encore un peu de mal avec le prénom, donc voilà, ça va me permettre de le tester aussi à l'oral. J'ai 32 ans, voilà. Ouais, on est dans la même gamme d'âge. Mais il a passé le cap. J'ai passé le cap depuis le 27 janvier et je travaille chez Colruyt. Je suis responsable de chambre froide chez Colruyt. Ok. Et tes pronoms du coup? Il. Ok. Donc on peut utiliser les deux. Oui. Ok, ça marche. Donc voilà, vous avez répondu volontairement à cet appel. C'est un podcast qui va traiter de la thématique queer. Si vous y avez répondu, c'est parce que vous considérez comme étant une personne queer. Donc j'aimerais bien vous demander quelle est selon vous la définition de ce terme et en quoi vous vous sentez appartenir à cette communauté-là. Bon, allez, je vais commencer, comme ça, chacun son tour. Pour moi, la définition du terme queer, c'est vraiment un petit peu tout ce qui sort de la norme. Donc, tout ce qui va sortir de la bien-pensance, c'est vraiment se dire, si on est sur une société très binaire, les filles aiment le rose, les garçons aiment le bleu, etc. Il y a un peu des codes comme ça qui sont un peu en place dans la société. Et pour moi, tout ce qui peut sortir un petit peu de ces codes, ça peut rentrer dans l'univers queer. Donc, c'est se dire, on peut, entre guillemets, prendre des codes du côté masculin ou du côté féminin et se les approprier et un petit peu les mettre à sa sauce et permettre de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, de se sentir bien dans son expression, que ce soit corporelle, mentale, etc. quoi. Donc c'est pour ça que moi je me sens vraiment partie prenante de cette communauté queer, parce que je suis quelqu'un qui aime bien sortir des sentiers battus et un petit peu ne pas rester dans ce qui est prescrit, et voilà. Moi je te rejoins dans la définition. C'est vrai que moi je suis trans non binaire parce que je me considère pas 100% homme, clairement, mais le côté féminin c'est pas ok pour moi non plus. Okay. Ma transition, je l'ai commencé l'année dernière, donc c'est la question de genre, c'est une question vraiment actuelle, même encore aujourd'hui pour moi. Et ce podcast ça va aussi m'aider à discuter de ça avec d'autres personnes, pour avoir un autre point de vue d'autres personnes, et m'aider encore à grandir et à continuer mon cheminement là-dedans. Donc queer, effectivement, c'est tout ce qui sort pour moi, de la binarité, homme-femme. Les hommes, ça doit faire du foot, les filles, ça doit faire de la danse, et tout ça. Ça, c'est vraiment depuis tout petit. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire du foot, elle m'a dit non, le foot, c'est pour les garçons, toi, t'es une fille. Non. Okay. Donc depuis tout petit, clairement, il y a ça qui tourne autour de moi, et là, en grandissant et en m'affirmant et en ayant commencé mon parcours de transition, je me retrouve vraiment là-dedans, quoi. Okay. Moi, je vous rejoins aussi, en vrai. J'aime bien le côté, au final, fuck les codes et on fait un peu ce qu'on veut et ce qu'on a envie, et tant pis, en fait. Si j'ai envie de porter une boots à talons un jour et des baskets super 90s l'autre jour, je le fais. Si j'ai envie d'avoir les longs cheveux, je fais ce que je veux. J'aime bien l'idée de
il y a beaucoup d'artistes qui se considèrent comme genderfuck. Et j'aime bien cette idée de dire, on s'en fout des codes. On fait ce qu'on veut. Ok. Et donc, le terme de queer ce serait une sorte de coupole, où finalement, on a le droit de s'exprimer en dehors des codes préétablis de Mathusalem. Voilà, si on veut. Merci de reprendre quand j'ai un trou de mémoire, c'est parfait. Écoutez, du coup, on va tout de suite embrayer avec peut-être votre histoire, votre parcours. Donc j'entends, Noam, que toi ton parcours c'est une transition assez récente et tout, et que tu dis être en cheminement. Donc comment est-ce que ça émane? Où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites plus tard? Parle-nous un petit peu de toi, si tu veux bien. Ouais. Moi, ça commence depuis que j'étais tout petit. J'ai tout de suite dit, je pense que j'avais 5-6 ans, je disais à ma mère, je veux être un garçon. Je comprenais pas pourquoi j'étais une fille. On m'avait dit à la naissance, toi, on a décidé, t'es une fille. Non, je voulais pas mettre de robe, je voulais pas avoir les cheveux longs, je voulais pas faire de la danse, je voulais faire du foot. Donc, déjà petit, il y avait quelque chose, mais ma mère m'a toujours dit, non, c'est comme ça, t'es un garçon, ça changera pas. Enfin, t'es une fille, ça changera pas, faut que tu fasses avec. Donc j'ai grandi, avec une famille très, c'est comme ça, pas dans le dialogue. Très carré. Voilà. Donc j'ai grandi, j'ai commencé à avoir un style un petit peu androgyne, je me suis coupé les cheveux, j'ai insisté pour aller faire du foot. Ma mère m'a jamais emmené au foot, je devais aller à pied, tellement elle était pas là-dedans. Donc voilà, j'avais vraiment aucun moyen de communiquer, de discuter de ça, et c'était pas encore hyper, on n'en parlait pas quand on était plus jeune, puis qu'on a le même âge. Et en grandissant, je me suis mis, j'étais lesbienne du coup, clairement, j'étais avec une fille pendant presque 9 ans. On s'est quittés, dans le boulot ça allait, mais au final j'ai rencontré quelqu'un en Belgique, parce que de base je suis en France, et en fait j'ai tout quitté pour elle. Je pense que c'était l'élément, le déclic qui m'a dit ok, en France tu peux pas être quitté, même inconsciemment, parce que j'avais pas conscience qu'effectivement ça venait de là. Mais j'ai tout quitté, j'ai quitté mon boulot, ma famille, pour partir en Belgique à 350 km de chez moi, pour commencer une nouvelle vie. Et depuis qu'en fait je me suis mis avec mon actuelle femme, avec qui on a une petite Alba de 22 mois. Oh, félicitations. Merci. Elle a vraiment, elle était hyper à l'écoute, c'est très dans le dialogue, et elle a tout de suite essayé de voir un peu, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que j'aille mieux. Et à un moment, à la naissance de notre fille, je n'ai pas trouvé ma place en tant que maman. Chez maman, tiens maman, c'est vraiment, j'étais pas bien dans ce terme. Et c'est là où en fait tout m'est revenu en pleine tronche entre guillemets. Et je me suis dit ok, mais en fait ça vient de mon problème mon problème de genre en fait, mon mal-être que j'avais depuis que j'étais enfant. Depuis que j'ai mis un mot là-dessus, on en a discuté beaucoup avec ma femme. Ça a été source un petit peu forcément de conflits. Elle s'est mariée avec une femme, elle a pas compris pourquoi du jour au lendemain entre guillemets je lui disais moi ça va pas, faut que je fasse une transition. Ok. Donc voilà, c'était beaucoup de dialogue, et elle a fait son chemin, j'ai fait mon chemin, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. J'ai pris un premier rendez-vous pour me faire retirer la poitrine. Rendez-vous que j'ai annulé parce que j'ai été pris de stress, et ça m'a, je pense que j'étais pas prêt. J'ai repris un rendez-vous 6 mois après. Donc ça c'était en juin de l'année dernière. Je me suis fait opérer en août, et j'ai commencé les hormones en septembre de l'année dernière. Ok. Oui, donc c'est vraiment très 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 récent. Très très récent. Tu disais en France pas accepté. Il y a une différence entre la Belgique et la France à ce niveau-là. La France est quand même moins ouverte. En plus, moi, j'étais en Alsace, donc l'Alsace, ça sonne très très allemand, très carré, très à l'ancienne. Donc déjà tout ce qui est homo et tout ça, c'est très voilà. Et en plus, effectivement, ma famille est très à l'ancienne, et pas parler des choses qui dérangent et des choses qui sortent effectivement de la norme. C'était vraiment hyper tabou. Et quand je suis arrivé en Belgique, les gens sont plus ouverts, plus aptes à discuter, et ma femme, c'est vraiment son credo, c'est la discussion, même quand j'ai pas envie de parler, elle me tire les verres du nez, et on parle, et j'arrive à mettre des mots dessus. Donc ma transition, c'est effectivement beaucoup grâce à elle, et grâce à l'arrivée de ma fille qui vraiment m'a fait prendre conscience que ça n'allait pas, et que c'était pour ça. Oui, c'était vraiment le fait de t'appeler maman c'est ça. Où ça te mettait un frein, quoi. Ok, merci beaucoup. De rien.
Moi, je vais dire que je trouve que pour toutes les personnes qui se mettent dans cette communauté queer, je pense qu'on passe tous par un genre de parcours et un genre de processus comme ça. Évidemment, les processus sont vraiment très différents du fait de sentir trans, etc. C'est beaucoup plus intense, je pense, parce que là, on est vraiment dans le mauvais corps, etc. Et il y a des modifications physiques qui doivent être faites, etc. Donc, c'est vraiment un parcours encore plus intense que simplement le parcours d'une personne queer. Mais moi, je me dis, quand je me suis rendu compte de mon homosexualité, je devais avoir 12 ans. Le premier réflexe, c'est le rejet. Dire, OK, je ressens des choses qui sont pas normales, entre guillemets, parce que on a le sentiment d'être à côté de la plaque, de se dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi je suis le seul, etc. Et donc, moi, ma première réaction, c'est de se dire, OK, tu sais que t'es comme ça, mais tu vas le renier. Tu vas te faire une vie sur le côté, tu vas épouser une femme, tu vas avoir des enfants et peut-être que sur le côté, tu auras une aventure, etc. Mais ça restera du secret. Jamais ça va être quelque chose d'officiel, quoi. Et puis, forcément, le temps avance et là, on se dit, non, on peut pas garder ce masque. Et donc, du coup, on passe sur une étape suivante qui est, OK, je vais pas avouer que je suis gay, mais je suis bi. Et donc, on est comme ça dans ce processus de je suis bi, comme ça, c'est pas si grave que ça, entre guillemets, quoi. Et puis après, finalement, à un moment donné, on se dit non, mais même le côté bi, j'arriverai pas à l'assumer, il faut que j'assume qui je suis. Et là, en l'occurrence, dire je suis homosexuel, je suis gay, et il n'y a pas de souci avec ça. Et au début, moi, j'étais quand même homosexuel, mais modéré, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire, OK, je suis un homosexuel, j'aime les hommes, mais c'est pas pour autant que je vais aller piocher dans les codes féminins et que je vais me permettre de porter des talons, de porter du vernis sur les ongles, de porter des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment une étape à chaque fois. Je pense que comme tu le disais avec le fait que tu aies pu avoir un enfant, à chaque fois, il y a des étapes comme ça qui permettent de t'assumer un peu plus dans ce que tu veux être profondément. Et il y a des exemples aussi. Voilà, on voit d'autres personnes, etc. Et donc, ça donne envie d'aller plus loin dans son acceptation. Et moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne par étapes. Aujourd'hui, je vais avoir 32 ans. Je me permets des choses que je me permettais pas forcément il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, etc. Et j'ai l'impression que chaque année qui avance, je me permets de plus en plus de choses. Au début, je me permettais certains codes attribués au féminin dans le cadre de ma vie privée, en sortie, choses comme ça. Mais je me serais jamais permis ça sur mon lieu de travail. Alors que maintenant, oui. Et donc, chaque fois, il y a des étapes qui avancent et je vais un petit peu plus loin dans l'acceptation de moi-même et dans les endroits où j'ose m'accepter, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est progressif au fur et à mesure qui vient et qui est pas toujours facile. Moi, j'aime bien le vernis à ongles. Je trouve ça très joli. J'ai acheté mon premier vernis à ongles, je l'ai mis et puis je disais à Robbie, je vais quand même pas aller travailler avec. Et pourtant, je sais que je suis dans un emploi où on est hyper ouvert d'esprit. Je sais que mes collègues sont hyper bienveillants, etc. J'ai une fonction de quand même de supérieur, donc en plus je peux me permettre certaines choses, mais je bloque encore un petit peu, quoi. Et je sais que je vais le faire à un moment ou à un autre, mais il y a toujours un petit blocage et il faut essayer de passer ça. Et après, une fois que c'est passé, on arrive à l'étape suivante et c'est plus facile. Mais voilà, la question du processus, du parcours et du fait de faire les choses quand on se sent prêt, c'est quelque chose aussi d'important au niveau de l'identité queer, en tout cas à mon sens. Oui, tout à fait. Mais du coup, ces blocages, est-ce que tu te les imposes? Je prends des guillemets quand je dis impose, mais ils émanent de toi, ou est-ce que c'est plutôt une peur des autres qui fait que, au fond de toi, tu te dis, non, moi j'aimerais bien faire tout ça, mais à cause des autres, je ne le fais pas, ou simplement, même toi, t'en as pas conscience et l'étape, elle arrive quand tu en prends conscience? Je pense que c'est un mélange des deux, évidemment. Alors, il y a un moment où on se dit, oh, c'est beau sur une autre personne, mais est-ce que moi j'aimerais bien? Je sais pas. Et puis après, on a entre guillemets une conscience qui s'active et on se dit, non, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de me sentir bien dans ça. Et puis le regard des autres qui est hyper prégnant, quoi. Mais je pense que ce regard, il est là sur l'identité queer, mais il est là sur plein d'autres thématiques, sur le poids, le body positive, etc., sur les choix de vie, que ce soit d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, de devenir propriétaire, de ne pas devenir propriétaire. Enfin voilà, tous les choix de vie portent à, entre guillemets, à discussion et à critique, qu'elle soit positive ou négative, et passer cette étape d'accepter la critique et de se dire, OK, ça va pas plaire à tout le monde, certains vont pas comprendre, mais je dois vivre avec cette incompréhension de la part de certaines personnes, parce que j'ai beau leur expliquer, ils vont pas forcément pouvoir l'intégrer, on va dire ça comme ça, parce qu'ils sont tellement loin de ça que pour eux c'est inconcevable. Tout à fait. Alors moi je dirais que mon parcours est influencé par toutes les influences qui sont autour de moi à chaque fois. J'ai beaucoup évolué et beaucoup changé, fait des avancées, des reculés, c'est toujours un peu aller-retour.
j'ai commencé, moi j'ai fait mon coming out en partant de la maison et en allant en côte à Bruxelles. Okay. Donc ça m'a permis de me libérer parce que de base j'habite dans la région de la Louvière, et à l'époque je me sentais pas à l'aise du tout dans cette région. D'ailleurs, même encore maintenant, c'est difficile pour moi de retourner, sauf pour ma famille bien sûr, quand même. Mais voilà, le fait d'arriver à Bruxelles et d'être entouré de gens hyper ouverts d'esprit, ça m'a déjà aidé. Et puis en master 2, en fait, j'ai fait mon stage à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles. Okay. Et là, ça a vraiment ouvert mon horizon sur plein de trucs. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. J'avais des collègues qui étaient complètement différents et qui me faisaient sortir aussi de ma zone de confort parce que j'ai aussi une famille très tradie. Et donc effectivement, à l'époque, j'aurais jamais pensé sortir avec, comme aujourd'hui, une chemise en satin blanche et rose. Et donc, ça m'a vraiment permis plein de choses, plein de découvertes. La vie à Bruxelles, c'est vraiment complètement différent aussi. Et après, en fait, mes premiers boulots, c'était très corporate. Et donc, j'étais toujours, c'était limite chemise blanche, petit chino et très, très basique. Et même dans mon attitude, je pouvais pas me permettre d'être trop, en tout cas. Je pense que c'est vraiment comme ça que je le vivais. Et je pense que, voilà, après, en évoluant aussi, à un moment donné, j'ai dit, si j'ai envie de mettre des chemises à motifs ou d'être comme j'ai envie, je le ferai. Et là maintenant j'ai complètement changé, je suis dans le social et ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus moi-même et d'être effectivement de pas me filtrer. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc qui m'a très libéré. Le fait d'être avec Kevin aussi, qui lui est très fuck le genre, etc. aussi, c'est super chouette parce que du coup, lui il adore les pochettes. Moi, j'adore lui offrir des pochettes. C'est vraiment trop mignon. Et même par rapport à moi, du coup, ça m'a permis de tester d'autres choses, de voir d'autres choses. Voilà, je me suis laissé pousser les cheveux, qui sont un peu plus courts maintenant, mais voilà, je teste des choses. Après, voilà, il y a quand même, parfois, on est en conflit avec d'autres personnes qui nous entourent. Voilà, moi, j'ai parfois au boulot des bénéficiaires qui vont un peu bloqué par rapport à ça. J'ai un collègue qui m'a dit très joyeusement après quelques mois, t'es un peu trop girly quand même. Donc voilà, c'est le genre de remarque qui te fait parfois faire quelques petits pas en arrière en disant je suis peut-être effectivement un peu too much, et après tu dis non, en fait non, c'est juste un manque d'ouverture. Et donc voilà, je suis entouré de collègues et de proches maintenant qui sont hyper ouverts et qui ont aussi appris avec nous en grandissant. Donc ça, c'est chouette de voir qu'on a des familles qui sont très très ouvertes et qui nous voient évoluer et qui tant qu'on est heureux au final, eux ils sont heureux aussi. Donc ça, c'est cool. Si je peux compléter, je dirais aussi que les personnes qui comprennent pas sur le moment ou qui ont des réflexions un petit peu négatives, on va dire ça comme ça, moi, en tout cas, je perçois pas ça très négativement en me disant mais c'est juste parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils ont pas encore été éduqués à ça, etc. Et dans un sens, je le dis souvent, que ce soit aux amis, à la famille, nous on est un peu des porteurs de drapeaux. En s'assumant, en étant qui on est, en montrant de la diversité, c'est comme ça que les gens vont pouvoir nous voir dans le paysage, vont pouvoir s'habituer à différentes situations, à différentes organisations familiales, etc. Et il faut qu'ils puissent nous voir pour pouvoir intégrer ça. Parce que trop longtemps, on est resté caché. Et donc, tout ce qui est resté caché, forcément, c'était pas à la lumière. Et donc, ils pouvaient pas l'intégrer. Et maintenant, de voir des personnes comme nous, tout doucement, ils vont devoir l'intégrer parce qu'on est là et on partira pas. On devient mainstream. On est vraiment là et voilà. Hein. Ça, c'est quand même important aussi, je pense. Mais c'est pas facile. Moi, j'avoue que c'est aussi des débats. Par exemple, tenir la main en rue, de voir les regards, c'est vraiment. Je me rends compte que je suis très influencé par ça. Et de voir des gens qui regardent, qui lancent un regard hyper jugeant, désapprobateur, c'est toujours un peu difficile et ça fait toujours un peu mal au cœur de se dire. Purée, je suis pas si différent que ça de vous, donc pourquoi juger, pourquoi au final on fait tous on a tous notre train-train quotidien, on a tous les mêmes vies globales, donc pourquoi juger quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est ça, on a souvent ce débat entre nous deux avec Robbie où je lui dis mais en fait se montrer dans l'espace public, c'est un acte politique.
c'est montrer qu'on existe, c'est une revendication politique. La rue nous appartient à nous aussi. On a le droit de se balader en se donnant la main comme n'importe quel autre couple, peu importe le type de couple. Et donc ça, c'est vrai que pour lui, parfois, c'est difficile. Il se dit, oui, mais on se met en danger aussi. Et ce qui est le cas. Mais par contre, malheureusement, il faut parfois se mettre en danger. Il faut être des porte-drapeaux pour pouvoir faire avancer la cause, entre guillemets. Donc ça, c'est vrai qu'on a parfois ce débat-là. Mais moi, je pense vraiment que la visibilité, c'est quelque chose d'important, quoi. Tout à fait. Les représentations, on en discutait déjà dans l'épisode 1, même dans les médias, même dans les séries, dans la musique, tout ça, ça permet petit à petit d'avancer. Moi, par rapport à ça, au début, je me sentais pas légitime, en fait. C'est vraiment le terme de légitimité. Je me voyais pas infliger, entre guillemets, ça à ma famille. Wow. Je préférais prendre sur moi et me dire, c'est pas grave, je continue ma vie comme ça, que de devoir faire endurer ça à ma famille et mes proches. Et au final, ma femme m'a fait comprendre que non, en fait, t'es comme tu es, c'est comme ça, faut vivre pour soi, pas pour les autres, et ceux qui t'aiment, ils te suivent, et ceux qui t'aiment pas comme tu es, c'est ciao. Et quand j'ai annoncé à ma mère que je commençais une transition, donc ça a été très compliqué, j'y ai beaucoup réfléchi. Donc on est allé en France pour l'anniversaire de notre fille, pour ses 1 an, et j'ai d'abord parlé à mon père, qui est mon père adoptif en fait, qui est pas mon géniteur, mais qui pour moi est mon papa. Et je sais que lui est plus ouvert, donc je me suis d'abord retourné vers lui pour lui en parler. Et voilà, donc je lui ai expliqué que j'avais commencé une transition, que depuis enfant, je me sentais garçon et que j'avais décidé aujourd'hui de m'accepter, et de vivre pour moi et faire en sorte que moi je sois heureux. Donc voilà, il l'a pris plus ou moins bien, entre guillemets. Il a dit effectivement, annonce-le à ta mère. Et je lui ai dit, j'ai peur de la réaction de maman, parce que déjà quand je lui ai dit que j'étais homo, c'était voilà. Donc je l'ai annoncé à ma mère et en fait là je me suis vraiment étonné, et même ma femme était étonnée de la façon où je lui ai annoncé, parce que je lui ai dit voilà maman, je me sens garçon plus que fille, je vais commencer une transition, je me fais opérer le 28 août. Point. C'est pas une question, c'est une affirmation. Je te laisse le temps de faire ton bout de chemin, je suis là si t'as besoin. Mon psy avait dit qu'il était ok de lui parler s'il fallait, mon chirurgien était ok de lui parler aussi s'il fallait, mais voilà, donc c'était vraiment le déclic, et maintenant c'est fini en fait. T'es ma mère, d'accord, mais maintenant faut que je vive pour moi, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai ma fille, donc à un moment c'est comme ça quoi. Et ça c'était vraiment même pour moi de me dire, j'étais fier de moi de me dire voilà, t'as réussi à l'annoncer, c'est comme ça. Et effectivement faut être soi, et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pareil. Tout à fait. Bravo. Oui, vraiment. Ça demande beaucoup de courage. Ça a été long, franchement, et ça a été très... je me suis posé 10 000 questions, et au final, voilà, maintenant c'est comme ça. Et clairement, ma femme c'est mon soutien, donc voilà, et ma fille c'est ma vie, donc vraiment c'est grâce à elle, et c'est aussi pour elle, parce qu'en fait, depuis que je me suis accepté moi, ma relation avec ma fille est 1000 fois meilleure. Parce que je suis ok avec moi, alors qu'au début je l'étais pas, et j'arrivais pas à créer de relation avec ma fille. Et quand j'ai fait ce cheminement, voilà, ça a été le déclic, et maintenant on a une vraie relation parent-enfant, et qui est hyper chouette. Okay. C'est cool, je suis contente pour toi. C'est fou qu'il faille encore quand j'entends des parcours comme ça, on entend souvent des gens dire voilà, faut beaucoup de courage, félicitations, alors que oui, ok, c'est très positif de dire félicitations à quelqu'un, mais ce serait tellement peut-être plus intégré s'il y avait même plus besoin de dire félicitations. C'est juste c'est comme ça. Bon, on m'a pas félicité parce que je me suis mis en couple avec mon copain. C'est ça. Voilà. Donc, enfin bref, ça c'est ma réflexion. Je trouve ça assez dingue mais bon, voilà, les choses, je pense, mais vous le savez mieux que moi, changent petit à petit. Ou alors je me trompe. Moi, je vis pas ce que vous vivez, donc fatalement, je ne peux pas me rendre compte de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une progression. Je sais pas où ça, de votre point de vue, où ça en est au niveau de l'acceptation des luttes, tout ça. Je pense que ça dépend un peu du milieu où on se trouve, que ce soit familial, culturel, etc. En fait, il y a tellement de facteurs qui vont être complètement différents et qui vont tout influencer. Il y a des gens maintenant, il y a des parents qui disent oui, de toute façon, si t'as un copain ou une copine, qui sont beaucoup plus ouverts et qui vont être beaucoup plus ouverts à la discussion, et plus vraiment dans la compréhension, dans la pédagogie aussi de l'enfant, que ce soit au niveau du genre ou de l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Mais moi j'ai déjà eu des bénéficiaires qui n'osaient toujours pas à 40 ans
dire à leurs parents qui disaient je préfère attendre qu'ils partent avant de pouvoir faire mon coming out. De vivre avec c'est triste. Ouais, de vivre avec ça, de vivre avec un secret pour ses proches. Ils vivent pas. Ils vivent même pas au final. Moi, je dirais aussi que je sais pas si ça évolue, mais en tout cas, ça devient différent. J'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse. Et donc, il y a des personnes qui sont de plus en plus négatives et en rejet des identités queer, etc. Et des personnes qui sont de plus en plus ouvertes. Et donc, il y a un fossé qui se creuse. Il y a un fossé. Et oui, je viens dans l'Alsace aussi. Donc, il y a un fossé qui se creuse vraiment parce que, oui, on voit des avancées sur plein de choses et souvent une avancée est après suivie d'un recul hyper intense. Enfin, moi, je prends l'exemple de la France parce que là, c'est vraiment en plein milieu de l'actualité. Moi, pour l'instant, je suis un peu en train de vomir mon dégoût de l'humanité. Je me dis, waouh, on a Drag Race qui est diffusé sur France 2, on a Drag Race qui est diffusé sur Typique en Belgique, donc voilà, des shows drag queen qui sont diffusés sur des chaînes publiques, c'est génial. On a Kiona, la gagnante de Drag Race, qui est sur Danse avec les stars. Je me dis, waouh. Elle est incroyable. No spoil, mais... Donc je me dis waouh, c'est incroyable et voilà, nous parfois quand on regarde ces programmes on pleure, on est dans notre divan en se disant putain, si on avait pu avoir ça quand nous on était jeunes. C'est tellement de la représentation, c'est tellement de la diversité, c'est tellement des exemples, c'est magnifique et tout. Donc je me dis waouh, la société a vraiment avancé. Et une semaine après, on voit qu'il y a un bouquin sur la transidentité qui sort en France où on parle vraiment de l'idéologie, la propagande trans et on communique des inepties, mais vraiment presque inhumaines. Enfin, pour moi, ça frôle l'inhumain, quoi. C'est de l'appel à la haine, etc. Et qui a droit à des publicités en pleine rue. Oui, c'est ça. Donc, mais enfin, c'est pas condamnable, ce genre de truc. Il y a des procès qui sont en train d'être faits, il y a des plaintes qui sont déposées par les associations, des pétitions, etc. Mais enfin, juste le fait que ça puisse encore simplement exister, pour moi, c'est incroyablement horrible, quoi. Et je me dis comment c'est possible. Et donc, effectivement, pour moi, ça évolue, ça c'est vrai, parce qu'on voit les choses avancer sur plein de choses, mais ça recule sur d'autres choses. Et donc, en fait, il y a deux camps qui s'affrontent, les ultras pour et les ultra contre presque maintenant et voilà, et les personnes qui sont au milieu, qui sont un peu sans avis ou un peu neutres, malheureusement elles ont plus facilement tendance à tomber sur l'ultra contre ou l'ultra non que l'inverse. C'est une forme de populisme, c'est ce qu'on voit aussi en politique avec les extrêmes droites, les extrêmes gauches, etc. C'est la même chose. Et donc malheureusement oui, ça avance et tant mieux, mais ça recule sur d'autres points, quoi. Je les rejoins les deux, en fait. C'est vrai que ça avance et ça recule fort en ce moment avec ce magnifique livre dont on parle. Ouais. Moi, je suis en train de lire le livre de Morgan Noam. Donc, ça s'appelle « Ceci n'est pas un livre sur le genre ». Livre que je conseillais à ma maman. Voilà, qui est très, pour l'instant, elle y connaît rien et elle essaye petit à petit de revenir vers moi et tout ça. Donc, je lui ai conseillé ce livre. Et effectivement, une semaine après, on parle de Transmaniac et complètement... À vomir. Voilà. À vomir. Après, il y a quand même... J'allais dire communiquez-moi le nom de ce livre, mais vaut mieux même pas parce que on ne sait jamais dans quelle oreille ça peut tomber. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de Transmaniac que, par exemple, le magnifique livre de Morgan Noam, quoi. Le négatif ressort toujours plus. Exactement. Et ça vaut dans plein de pans de la vie. Si tu passes une super journée, mais qu'il t'arrive une tuile, t'as tendance à rentrer avec juste cette tuile dans la tête, alors que t'as peut-être passé une super journée à la base. Voilà, donc on a un peu entamé cette discussion, mais comment est-ce que votre entourage a réagi face à votre orientation ou à votre identité, que ce soit au tout début ou maintenant, un petit peu l'évolution. Donc Noam, toi t'avais commencé déjà à en parler. C'est à quel moment que vous vous êtes senti différent, à quel moment vous avez décidé d'en parler, quelles sont les personnes ou peut-être les situations qui ont fait que vous avez passé des étapes, comme tu expliquais. Moi, j'ai fait mon coming out vers 18 ans, donc plus ou moins dans les mêmes alentours que Robbie. Suite à une rupture amoureuse, j'étais pas bien, voilà, un peu déprimé. Et donc ma maman s'inquiétait en me disant mais t'as l'air vraiment pas bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que forcément elle ne savait pas que j'étais en couple puisque je cachais mon homosexualité. Et donc voilà, à un moment donné, je lui dis j'ai une peine de cœur, etc. machin, et je dois t'avouer quelque chose en plus de cette peine de cœur, quoi. Et donc elle me pose des questions parce que je lui dis non, je veux pas t'avouer, c'est trop difficile, c'est un secret trop lourd, je peux pas te dire, quoi. Et donc elle me dit mais qu'est-ce que t'as fait, et alors elle pense à différentes choses et elle va dans la gradation en arrivant au stade où est-ce que tu as tué quelqu'un, et je lui réponds c'est pire.
Oui, c'était parce que ça pour fait moi... toujours autant rire après autant d'années. Pauvre maman. Sur le moment, je dis, c'est pire. Et là, elle me dit, mais si c'est ça, moi, je te couvre, etc. Moi, je peux aller en prison, il y a pas de souci. C'est pas ta maman. Et donc, ouais, vraiment. Et donc, je lui dis, non, c'est pire. Et elle me dit, quoi? Et je dis, j'aime les hommes. Et là, ma mère, mais vraiment, commence à me frapper, mais en mode, mais tu es con ou quoi? Mais tu es vraiment con, Kevin, mais tu m'as fait peur et enfin, voilà, vraiment catastrophée. Et donc, je me suis dit, même moi, je me suis créé quelque chose dans ma tête. Donc, ça a été super bien accepté. Par ma maman, voilà. Et après, au fur et à mesure, j'en ai parlé aux grands-parents, à ma sœur, etc. Et à chaque fois, voilà, j'ai avoué, entre guillemets. Et c'est toujours difficile de dire j'ai avoué, comme si j'avais commis quelque chose. C'est ça, ouais. Mais c'est parce que le coming out en soi, c'est une confession, mais c'est une confession. Et donc, du coup, ça sent une culpabilité derrière. On doit avouer qu'on est homosexuel. C'est difficile. Et donc, ça a déjà une connotation négative de se dire on doit dire les choses. Comme tu le disais tout à l'heure, toi, on t'a pas félicité parce que t'es en couple avec ton cum. Jamais t'as dû dire à tes parents, en fait, je suis hétérosexuel. Wow. C'est ça. Et voilà. Et pour nous, ce fait, en tout cas, pour moi, le fait de devoir passer à cette étape, c'était quelque chose qui me bloquait vraiment. Après, ça a été super bien accepté par ma famille de manière générale. Maintenant, il y a eu des confusions ou il y a eu des petites réflexions qui sont quand même toujours blessantes. Ma maman l'a très bien accepté, mais elle m'a dit, j'aurai jamais de petits-enfants. Et puis, je dis, si, voilà, exactement. Et après, tu lui expliques aux gens, si, enfin, voilà, il n'y a pas que un truc très homme-femme, machin, et on peut adopter, on peut passer par d'autres procédures. Enfin, voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, c'est des petites phrases qui sont un peu difficiles à entendre et on sent qu'il y a une pointe de déception et qui fait maladroit, en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Et après, au fur et à mesure, forcément, l'acceptation se pousse et ma maman a accepté de plus en plus et a accepté de me voir aussi me féminiser, entre guillemets, puisque ça reste vraiment des guillemets, c'est une question de perception. Mais voilà, et maintenant, ma mère m'offre aussi des bijoux, des sacs à main, il n'y a aucun souci. Moi, mon surnom chez mes potes, c'est princesse, parce que voilà, j'ai des manières un peu de princesse, etc. Ma mère m'appelle ma princesse aussi. Donc voilà, ça c'est passé super bien. Mais effectivement, il a fallu un élément déclencheur pour passer à cette étape d'avouer le crime ultime, voilà. Mais après, voilà, dans l'ensemble, ça a été bien accepté et ça se passe très bien. Et Robbie est très bien intégré à la maison et voilà, il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, quoi. On est tous les deux dans des familles aimantes pour ça. Je suis contente pour vous, c'est chouette. Alors, je rigole parce que ma grand-mère, moi, j'ai d'abord dit à mes grands-parents, bizarrement. Pourtant, ma grand-mère est née en Italie, donc voilà, c'est déjà une mentalité plus différente. Elle a pleuré en disant aussi j'aurai pas de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants du coup. Mais elle était très heureuse pour moi. Donc c'est vraiment le fait de dire il aura pas d'enfants. Donc pour elle c'était le plus important au final. Un autre combat, hein, ça. Le fait de mettre la pression comme ça aux gens pour faire des enfants, c'est terrible. Enfin, soit, je m'égare. Moi, je l'ai dit à ma mère sur un coup de tête parce qu'elle n'arrêtait pas de vouloir me caser avec la fille de sa meilleure amie. Et donc, je lui ai dit, maman, je suis gay. Et donc, elle a fait, je le savais. Donc, elle dit, depuis tes 5 ans, je le sais. En même temps, je faisais du chant, de la danse, du théâtre. J'étais aussi très faible, je suis maniéré, je parle fort avec les mains, etc. Et donc je pense que voilà, on était sensible. Oui, c'est ça, artiste. Sensible et artiste. Mon père plus difficile, beaucoup de blagues graveleuses, si je peux dire ça comme ça. À un moment donné, j'ai dû lui dire stop. OK, maintenant c'est plus très drôle. Enfin, ça n'a jamais été très drôle en vrai. Mais sinon globalement, voilà, ça a été bien pris aussi, mais voilà, beaucoup d'humour et pas toujours très drôle, mais voilà, chacun fait son je vais dire un deuil, même si c'est pas vraiment un deuil, mais voilà, chacun deuil, voilà, c'est ça. D'utiliser des mots pareils. Ouais, culpabilité, deuil. Chacun le vit à sa façon et je comprends aussi que je comprends que chacun va à sa vitesse et sa compréhension aussi, donc voilà, mais globalement je pense que ça s'est bien passé, donc voilà, bien positif. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, étant donné que tu en as déjà parlé un petit peu. Moi, ma famille, clairement, c'était pas l'idéal. J'ai mon géniteur à qui je ne parle plus, donc il est pas au courant. Lui, il s'est arrêté au fait que je partais en Belgique, je pense. Que ma sœur lui a annoncé, pas moi. J'ai une sœur à qui je parle plus. Enfin voilà, ma famille est un peu moyenne. Donc voilà, mais enfin moi j'ai été très seul en fait. Et ce podcast est aussi voilà pour les personnes qui se sentent
et seul, et les parents de personnes, voilà, qui sont passés par le même cheminement que moi. Ma mère était au courant de ma date d'opération, ma sœur aussi. J'ai eu 0 message. Et clairement, j'ai passé c'était une période hyper importante pour moi, et j'aurais aimé la partager avec ma famille quand même si voilà, ils étaient pas 100% d'accord. Mais je me suis vraiment retrouvé, pas seul, parce que j'avais ma femme, ma fille et mes amis en Belgique. Mes côtés de ma famille, vraiment seul. Et personne devrait avoir à vivre ça, en fait. Donc c'est aussi pour sensibiliser et dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes pas OK totalement. On est vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis. Enfin voilà, il faut être là pour nous. On est une personne avant tout, on est un être humain avant d'être un homme, une femme ou n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment c'est un passage super difficile où j'ai eu du mal, et après ça clairement je leur ai envoyé un message, c'était un pavé, c'était un livre carrément, leur disant que moi j'avais besoin de m'éloigner d'eux, que clairement ils étaient plus nocifs pour l'instant pour moi qu'autre chose, quoi. Et ma mère a continué à m'envoyer quelques messages, mais toujours en me genrant, comment ça va les filles, nanana. Donc voilà, vraiment 0 effort de sa part, quoi. Donc là j'ai dit stop. Maintenant moi je reviendrai quand je me sentirai prêt, mais pour l'instant je veux plus entendre parler de vous parce que vous m'empêchez d'être heureux, quoi. Donc tout à fait. Donc voilà, c'est aussi pour sensibiliser un peu et pour dire que faut être là pour sa famille, ses amis et tout ça, quoi. Oui, et puis la famille, voilà, effectivement, la famille c'est important, la famille machin, mais quand tu n'as pas le soutien que tu mérites et que tout être est en droit de mériter, c'est important de pouvoir s'écarter et de penser à soi. Parce que de toute façon, si toi ton bidon il est vide, tu sais plus rien donner. Et t'as une femme et une fille à qui tu dois donner, et puis tu dois donner à toi-même. Donc effectivement. Donc courage là-dedans. Et c'est dans la bonne voie. Nous on est là, on pourra aller boire des spritz. Ça va. Est-ce que votre vie, elle a changé? Genre, est-ce qu'il y a vraiment eu un avant-après coming out ou un avant-après je vais même pas dire coming out parce que un avant-après bon go, let's go, je m'assume, peut-être pas à l'étape Z, mais je m'assume à l'étape A. Moi clairement dans ma tête ça a eu un gros changement. Alors tout n'a pas été rose du jour au lendemain et tout n'est toujours pas rose là maintenant. Enfin voilà, psychologiquement voilà, c'est assez lourd. Il y a le regard des gens, il y a effectivement au boulot voilà, je leur ai dit que j'étais trans, que j'aimerais qu'ils me genrent au minimum au féminin, sans vouloir effectivement, là c'est encore un peu dans moi ma culpabilité entre guillemets, je veux pas les obliger à me genrer au masculin. Donc voilà, là j'ai encore un peu de moi de chemin à faire, mais au quotidien c'est pas facile, et je pense que ça sera pas facile encore pendant quelques temps, mais au boulot ils ont bien pris. Je suis dans le même magasin où j'étais avant ma transition, donc les gens me connaissent comme Aurore entre guillemets, féminin et tout ça, donc pour eux c'est aussi difficile. Ils le font pas spécifiquement exprès, mais ils font pas attention, et voilà, même si des fois je le dis pas parce que j'ai pas envie de les faire chier avec ça, ça fait mal en fait. Aurore elle toute la journée, plus les clients qui me connaissent aussi. Voilà, je vais pas demander aux clients bonjour, au fait j'ai fait une transition, maintenant faut m'appeler comme ça et me genrer, voilà. Donc là c'est moi au quotidien c'est assez difficile par rapport au boulot surtout. Tout ce qui est ma famille, mes potes, ils font hyper attention, donc ça y a pas de problème, mais au boulot ça reste effectivement ils sont hyper ouverts là-dessus, mais voilà. Il y a encore un peu de chemin à faire. Moi, je dirais qu'il y a quand même un avant-après, c'est sûr et certain, d'office avec le coming out, puisque avant le coming out, tout simplement, moi, je portais un masque. J'étais Kevin, qui pouvait pas parler de ses relations intimes, qui pouvait pas parler de ses amours, etc. Donc, quand j'allais dans les repas de famille, etc., quand je voyais ma sœur, avec qui je m'entends vraiment bien, on est très fusionnels. Voilà, c'était, tiens, les amours, ça en est où? Moi, peut-être une fille, là, que j'ai rencontrée, machin. Totalement mytho. Donc, tu disais pas du tout la vérité, donc forcément tu portes un masque et forcément t'es pas toi-même. Donc tu une fois que tu fais ton coming out, tout doucement tu commences à parler de tes relations. J'ai rencontré un tel, etc. Tu commences à partager des trucs aussi, tu vois, avec ma sœur, dire putain t'as vu lui pas mal, hein, ouais franchement il est beau gosse et tout. Voilà, forcément ça donne une étape en plus, et ça donne un moyen d'être soi-même et de s'assumer à 100% et de se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Après, au niveau du travail, voilà, moi, quand j'ai fait mon coming out, j'étais toujours étudiant, et puis j'ai travaillé en tant que personne homosexuelle dès le début. C'est quelque chose que j'ai jamais caché, et je me fais pas une fierté ou un étendard de dire bonjour, je m'appelle Kevin, je suis homosexuel, parce que pour moi, ça ne me définit pas, mais je le place à un moment ou à un autre dans un contexte.
Voilà, oui, pas de souci. Il faut vous donner les coordonnées de mon compagnon au cas où il m'arriverait quelque chose. Voilà, je vais le placer à un moment ou à un autre pour vraiment dire, voilà, au moins tu le sais, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant qu'homosexuel assumé, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, mais pas en tant que personne queer. J'étais simplement homosexuel basique, on va dire ça comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me permettre à mettre certains bijoux, mettre certaines chemises effectivement pour aller travailler. Et plus je m'exprime dans mes tenues, dans mes goûts, etc., plus je me sens mieux et plus je fais un travail de qualité en fait, parce que justement j'ai plus besoin de me dire je suis dans cette tenue qui me plaît pas, etc. Et donc le fait de pouvoir m'exprimer à travers mes vêtements, à travers mes choix vestimentaires, mes choix de bijoux, etc., fait que je produis un travail de meilleure qualité. Et donc je pense qu'effectivement oui, il y a un avant après, et plus je continuerai dans ce cheminement là, et encore meilleur je serai, j'imagine et j'espère en tout cas. Et donc je pense vraiment que le fait de pouvoir être soi-même, ça permet de faire des choses de qualité dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, etc. Et donc ouais, pour moi, il y a un avant-après quand même. Oui, moi aussi. Après, Tout comme toi, moi. Non, enfin, oui, en gros, mais c'est juste que je pense que il n'y a pas eu de changement. En fait, je m'attendais peut-être en le faisant à ce que même dans ma tête, ou est-ce que tout change. Et en vrai, pas vraiment. La personne que je suis, elle est toujours la même. Et donc, ça change pas beaucoup. C'est peut-être, professionnellement, c'est toujours un peu plus délicat. En tout cas, dans mes premiers jobs, c'était pas, on n'en parlait pas trop. Et, c'était très, pas caché. Si on me posait la question, je le disais, mais c'est vrai que j'étais moins expansif. Ici, je l'explique un peu plus, c'est vrai. Mais quand j'arrive à l'accueil au boulot et que je vois certains regards, c'est vrai que parfois j'ai toujours du mal avec vraiment le regard des autres, hein. C'est un petit trauma que je dois travailler, à mon avis. Mais voilà, c'est juste ça. Mais après, intérieurement et dans ma tête, oui, je pense que je me permets plus de choses maintenant. Mais après, il y a des moments quand même où je me permets pas. Et je pense que j'aimerais, et parfois je me dis, non, c'est peut-être un peu too much. Okay. Donc ça, c'est pas facile. Et tu aimerais arriver à pouvoir... Blinder. C'est-à-dire, en fait, je fais ce que je veux. Oui, mais Robbie est dramatique dans la vie générale et il peut pas se permettre d'être une drama queen sur son lieu de travail, tu vois, donc... C'est vrai. Tu dois redoser. Ouais. Mais je suis très dans l'émotion, dans le ressenti, je suis hyper spontané, impulsif. Je dois toujours mettre un filtre quand même dans la façon dont je me comporte, entre guillemets, hein, on s'entend. Mais c'est vrai que parfois il y a des petits bouts naturels qui sortent comme ça. Je me dis, non, n'exagère pas quand même. Laisse-les sortir. Ouais. Je dirais aussi qu'on a ce côté où on se dit que nous aussi, on doit pas être extrémistes comme les personnes qui nous rejettent. Et nous, parfois, on a du mal aussi à accepter les personnes qui sont très hétéronormées, machin. Donc, nous, quand on entend des collègues qui disent, moi, je fais la cuisine et je fais le nettoyage, et mon homme, il sort les poubelles parce qu'il a eu une dure journée, et moi, j'ai un travail de bureau, machin. On a presque envie de leur dire, mais t'es conne, c'est pas possible. Tu vois, on a envie de crier comme ça. Libère-toi des carcans. Ou sinon, on devient ces personnes. Hein, faut pouvoir accepter le train de vie de tout le monde. C'est ça. Et donc, si eux n'acceptent pas notre train de vie, nous, on va pas accepter le leur. Non, on fonctionne pas comme ça. Ou sinon, on devient ce qu'on critique. Donc, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile. Et nous, on a envie d'être un peu les bad bitch du social en disant, putain, tu dois réagir, non, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Et je dis souvent à mes collègues ou même aux amis, je dis, nous, comme on a un couple homosexuel de 2 hommes, il n'y a pas de question qui se pose, tiens, c'est la femme qui fait la cuisine et le repassage, et c'est l'homme qui fait les jardinages et les poubelles. Nous, on est 2 hommes, donc on a dû se diviser à un moment donné les tâches. Et là, ce qu'on essaye aussi de déconstruire, c'est de dire, en fait, on s'en fout, 2 hommes, 2 femmes, des personnes trans, des personnes non binaires, peu importe, en fait, quand on est dans un ménage, en fait, on doit lister toutes les tâches et se les diviser de manière équitable. C'est ce qu'il faudrait faire, entre guillemets. C'est ce qui nous semble idéal. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, on est un peu aussi revendicateur et c'est difficile de pas être trop en mode genre sévère. J'ai 2 anecdotes pour vous. Alors, j'adore les anecdotes. La première, c'est que en réunion de table, j'ai dû expliquer à mon coordinateur pourquoi tu peux pas dire au foot, on n'est pas des PD. Donc, ça, c'est déjà surtout expliquer l'étymologie du mot. Mais oui. Donc là, c'est drôle. Quelle est l'étymologie du mot, tiens? Alors, c'est pédéraste. Pédéraste, c'est un homme qui aime les plus jeunes hommes. Tu t'es transformé en Stéphane Bern. C'est ça, exactement. Et le château de Marie-Antoinette. Et donc, effectivement, lui dit, mais je ne savais pas du tout. Et donc, voilà, j'aime bien déconstruire ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de paraître non plus pour la police. C'est un peu compliqué. Et deuxième anecdote,
à la Saint-Nicolas du boulot, les hommes avaient droit à des nœuds papillons et les femmes à des colliers de perles. J'avais une chemise avec un petit décolleté, ma foi. Et j'ai décidé de prendre le collier de perles. Et là, le regard, en mode il a pris le collier de perles. Donc c'était très drôle de voir que certaines personnes sont... après que tu prennes oui, le c'est ça. Mais non, le collier de perles, c'est pour les femmes, enfin. Donc voilà, c'est des petites moi, j'aurais pris le nœud papillon 1000 fois. Et puis, le collier de perles, déjà... Quelle horreur. C'était beaucoup plus joli, le nœud papillon était noir. C'était triste. Donc j'avais envie de... Et le collier de perles venait très bien sur ma chemise noire. Voilà, on clôt un petit peu le chapitre histoire. Pam, pam, pam. Et maintenant, on va un petit peu discuter de questions de société. Vous avez tout à l'heure abordé des trucs du style... voilà, code de la féminité, code de la masculinité, et chacun s'approprie ces codes-là avec des parcours différents, et ça fait un espèce de micmac des fois un peu difficile à comprendre pour les personnes qui ne le vivent pas. Moi, une première question que je me pose, c'est, voilà, en quoi, par exemple, dites-moi si je m'exprime maladroitement, hein, mais pourquoi toi, Noam, tu es personne transgenre non binaire parce que tu as dit que ça émanait de j'aime le foot, j'aime pas les trucs liés à la féminité. Alors pourquoi toi, Kevin, qui aime tout ce qui a un rapport à la féminité, tu n'es pas une personne transgenre non binaire également? Voilà, c'est sûrement très superficiel comme manière de réfléchir, mais c'est voilà un premier départ à débat. Qu'est-ce qui va différencier un petit peu tout ça, si besoin qu'il y ait à différencier, bien sûr? Ben, il y a une différence entre aimer le foot, une fille peut aimer le foot, un garçon peut aimer la danse. Il y a une différence entre l'expression, on va dire, de genre, de comment voilà, on peut s'habiller en fille en étant un garçon et inversement. Mais moi, c'est pas parce que j'étais androgyne et que j'aimais le foot que j'ai décidé de faire une transition. C'est vraiment un ressenti de pas bien par rapport à mon corps, à ma poitrine, par rapport à mes menstruations, par rapport à mes formes. Donc c'est pas du tout lié au fait que j'ai fait du foot étant petit ou voilà, enfin peut-être voilà, mais c'est pas parce qu'on fait du foot qu'on est une fille qu'on va faire une transition. On peut très bien aimer le foot en étant une fille sans vouloir faire une transition parce qu'on est OK avec son corps, avec le genre qui nous a été attribué à la naissance. Donc il y a vraiment une différence entre le genre ressenti entre guillemets et l'expression de genre parce que on veut s'habiller je pourrais très bien mettre des robes aussi mais clairement j'ai jamais kiffé ça donc voilà, mais c'est pas parce qu'on aime le foot qu'on est une fille qu'on va faire une transition, et c'est pas parce que on aime mettre des colliers de perles que on va faire une transition pour devenir une femme, quoi. Mais je dirais quand on commence à se rendre compte qu'on n'aime pas forcément les choses qui sont prescrites pour nous. Donc voilà, moi, petit, je n'aimais pas le bleu et je n'aimais pas effectivement le foot, le sport de manière générale. De toute façon, ça se voit, hein, mais voilà, j'aimais pas les choses qui étaient prescrites pour les garçons. Donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, ok, j'aime bien les trucs qui sont normalement pour les filles, en tout cas de ce qu'on m'a appris, parce qu'on m'a toujours dit ça depuis toujours. Donc je me suis pas posé la question. Je me dis, c'est bizarre, j'aime bien effectivement le rose, j'aime bien les bijoux, j'aime bien les hauts talons, je trouve ça magnifique, etc. Et donc moi je me suis posé la question, ok, est-ce que ça veut dire que t'es plus en fait dans une envie de transitionner plutôt que d'être homosexuel, même si c'est pas des envies, hein, on s'entend, mais donc de se dire, tiens, est-ce que en fait c'est parce que c'est mon corps qui me convient pas? Et puis je me disais non, en fait ça s'oppose en moi parce qu'en fait j'aime bien tout ce qui est en rapport avec le féminin, mais je suis très bien dans mon corps et je voudrais en changer pour rien au monde, quoi. Et donc voilà, c'est toujours un débat intérieur, etc. Et je pense que voilà, on nous a tellement mis dans la tête que bleu c'est garçon et rose c'est fille, qu'une fois que t'aimes le rose, tu te demandes est-ce que je dois être une fille ou pas. Voilà, on est presque dans ça. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que ce sont des indices en tout cas. Donc après je peux pas parler à la place des autres, mais peut-être que quand lui il se disait oh ben tiens en fait j'aime le foot, ben simplement c'est pas le foot qu'il aimait, et peut-être qu'il aimait bien le foot aussi, mais c'est parce qu'on lui a dit que le foot c'était pour les garçons, et donc dans sa tête c'est simplement une façon d'exprimer ça et de matérialiser son envie de transitionner, son besoin de transitionner, quoi. C'est quelque chose qui se matérialise comme ça, quoi. Ok, ça dépend de ce que tu mets d'abord, en fait. Est-ce que encore une fois, c'est vraiment des exemples très stéréotypés qu'on donne, mais est-ce que tu aimes le foot juste parce que t'aimes le foot
et que tu te sens très bien dans ton corps, mais t'aimes un sport, parce qu'un sport, ça n'a pas de genre, ou est-ce que tu as envie d'exprimer quelque chose au fond de toi qui te dit purée, mais moi en fait je me sens homme, et donc du coup pour pouvoir exprimer ça, je vais utiliser un code lié à la base dans la société bien normée à la masculinité. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si j'ai bien résumé. Oui, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis que tous ces codes-là font partie du masculin ou du féminin, quand tu te sens intérieurement aller vers le masculin ou le féminin, du coup, tu te dis, tu dois l'exprimer à travers ça dans un sens, et inconsciemment fait quand même partie de tes goûts, parce que voilà, nos goûts personnels, c'est pas des goûts qu'on a choisis nous, c'est notre identité qui fait ça, c'est notre éducation, etc. C'est les habitudes de Bourdieu. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les grandes théories à ce niveau-là, mais c'est ça. Si j'aime bien certaines choses, c'est pas parce que j'aime bien personnellement, c'est pas génétique ce que j'aime bien, c'est parce qu'on m'a appris à aimer des choses comme ça. Après, oui, effectivement, j'ai été élevé avec des filles, j'ai été élevé par une mère célibataire, peut-être que le goût du rose est plus ressorti à ce moment-là, mais ça ne fait pas du tout pour autant de moi une personne féminine. Voilà, voilà. Parce qu'ici, on est en radio, donc on me voit pas, mais je suis quand même un grand gaillard de 1m88, crâne rasé et barbe, donc voilà. Si on me prend en photo, je suis un homme impur et indur, mais avec un sac à main, quoi, finalement. C'est vrai que le problème, enfin pas le problème, mais le fait que tout soit genré, ça c'est pour les filles, ça pour les garçons. Les petites filles, les petits garçons qui grandissent, voilà, non, fais pas ça, c'est pour les filles. Non, faut pas faire la cuisine, c'est les filles qui font ça. Toi, tu dois faire ça. Déjà, les enfants, ils grandissent avec un problème entre guillemets. Ils se disent non, moi je peux pas aimer les poupées parce que je suis un garçon. Non, je peux pas aimer le foot parce que je suis une fille. Et ça ne permet pas de grandir en étant qui ils veulent être en fait, parce qu'on leur met des barrières, on nous met des barrières, on m'a mis des barrières dès le plus jeune âge en fait. Et ça c'est vraiment la pire chose pour les enfants, et ils arrivent pas à un enfant qui aime les poupées, un petit garçon qui aime les poupées, avec un papa qui dit non, ça c'est pour ta petite sœur, ça va le bloquer. Et il va se dire j'ai pas le droit d'aimer ça. Et il va effectivement mettre ça dans un coin de sa tête en disant j'aime ça mais j'ai pas le droit parce que c'est pas bien. Ouais. Donc preuve encore plus si jamais voilà, certains ont été confrontés à ce genre de remarques, mais preuve encore plus que non, ce n'est pas l'éducation qui va faire que votre enfant sera gay, pas gay, trans, pas trans. C'est juste quelque chose qui est là, quoi. C'est en soi, et ça ressortira à un moment ou à un autre. Et parfois, ça ressort à 18 ans, à 15 ans, à 16 ans, parfois à 40, parfois à 60. Voilà. Des personnes qui envoient tout valser à 40 ans ou à 50 ans, ils font une crise de la quarantaine, sauf qu'à la place d'acheter une belle bagnole, en fait, ils sortent avec un homme plutôt qu'avec une femme. Mais ça arrive aussi. Et donc, je pense que ce qui est en nous ressort à un moment ou à un autre. On peut pas se renier indéfiniment. C'est pas possible. Et la clé, c'est que il y a pas de formule magique, il y a pas de chemin parfait, tout fait. Chacun fait son propre cheminement à son rythme, et au final il faut pas mettre de pression sur les gens quoi qu'il arrive. Pour arriver, chacun en fait il va à son rythme, et c'est ça qui est important. Moi parfois je me dis que si ma famille m'avait écouté, voilà, j'aurais commencé ma transition beaucoup plus tôt, mais j'aurais peut-être pas rencontré ma femme, je serais peut-être pas venu en Belgique, j'aurais pas eu une petite fille. Et en vrai, pour la petite histoire, une petite anecdote aussi, notre fille avait pas mal de problèmes quand elle était petite. On allait voir une personne qui entre en contact, entre guillemets, avec l'esprit des enfants pour communiquer. On y croit, on n'y croit pas, voilà. Ouais, voilà. Chacun son truc. Mais moi, j'avais encore fort ce blocage par rapport à ma fille. Et la personne, sans connaître mon histoire, mon parcours de transition, m'a dit que... Parce que je voulais absolument un petit garçon. À mon avis, je voulais un petit garçon pour, avoir la vie que j'ai pas eue, vivre à travers lui, peut-être, je sais pas. Et cette personne m'a dit, donc sans connaître notre parcours, votre fille a décidé d'être une petite fille pour, vous réconcilier un petit peu avec ça. Et je pense que, inconsciemment, c'était très bien que moi j'ai une petite fille, parce que ça m'a donné un gros déclic. Et effectivement, je pense que j'aurais été pas plus heureux si j'avais eu un petit garçon. Et je pense qu'effectivement, cette personne, ça m'a fait un peu un électrochoc en me disant, si votre fille, elle a senti dès limite le ventre de votre femme qu'il y avait quelque chose chez vous qui n'allait pas, vous étiez pas en accord avec vous-même, et elle a décidé d'être une petite fille pour vous donner une claque entre guillemets, ou dire prenez votre vie en main, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Et, moi je crois beaucoup, je suis beaucoup là-dedans, donc. Tout arrive pour une raison. Moi je crois super fort au destin. Donc si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et tant pis, parfois c'est difficile, parfois c'est douloureux, parfois c'est super, mais voilà, c'est que on devait passer par là.
Je pense qu'on se sent d'office mieux si on se dit ça de toute façon que si on reste bloqué dans le passé à remuer tous les chemins qu'on aurait pu prendre. Juste là maintenant, vivons l'instant présent et on avance comme ça. C'est beau ce qu'on dit, j'aime bien. C'est vrai, j'avoue. Cette première partie est à présent terminée. Un tout grand merci à nos invités. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Pensez à nous laisser un petit message si vous avez l'une ou l'autre remarque ou question. Une liste d'associations se trouve également en description si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés aujourd'hui. Mais surtout, restez connectés, parce que la suite de cette conversation arrive très prochainement. Nous discuterons de ce qu'est la non-binarité, nous discuterons du spectre du genre, des combats menés par la communauté et de comment être un bon allié. À bientôt!